la construction et la rénovation de bâtiments, l'organisation de circuits courts, la façon de considérer ce qu'on appelle aujourd'hui la créativité territoriale. Moi, ce que je privilégie, c'est toujours aller sur une base de ce qui est compréhensible, acceptable par la population pour laquelle on travaille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Un mot un petit peu différent de d'habitude en ouverture. Je vais en effet ouvrir ce webinaire par quelques mots en hommage à Pierre Baillet. Pierre était jusqu'au printemps 2024 le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. Il nous a quittés la semaine dernière et pourtant, nous allons garder précieusement sa mémoire, car c'est avec lui que nous avons imaginé le programme Urbanisme en francophonie. Tout le programme, y compris ces webinaires que nous avons plaisir à animer et que j'espère vous avez plaisir à suivre. Tout ce travail est en large partie le sien, et donc c'est la raison pour laquelle nous lui dédions aujourd'hui ce webinaire et que nous lui dédierons bien entendu ceux qui suivront. Je vais laisser tout de suite la parole à Adama pour la suite de ce programme qui va se poursuivre comme d'habitude. Merci Lionel pour ces mots et pour ce bel hommage. La ville durable est maintenant un passage obligé de tout projet d'envergure partout dans le monde, de Singapour à New York, de la Défense en région parisienne, de Dubaï à The Line. Les images numérisées font autant de promesses d'un monde meilleur qu'une ode à la technologie et à la financiarisation des villes. Quels sont les atouts et les limites de ces promesses? Existe-t-il des modèles plus crédibles? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre ensemble aujourd'hui à travers les interventions de nos invités et les échanges. Je suis Diallo Adamadian, ingénieur d'études chargé du suivi du programme Urbanisme en francophonie porté par la IMF. Et je vous remercie pour votre présence à ce deuxième webinaire sur le thème Face au changement climatique, controverse sur les modèles de ville durables. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de la 7e saison de table ronde Urbanisme en francophonie que nous avons le plaisir de poursuivre ensemble. Cette initiative vise à créer un espace d'échange, de réflexion autour des grands enjeux urbains qui traversent les villes francophones. Cette table ronde est organisée à l'initiative de l'Association internationale des maires francophones, réseau qui fédère plus de 300 villes et associations de villes de l'espace francophone en partenariat avec l'Ordre national des urbanistes du Cameroun, l'ONUC, le réseau Apéro, association de la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme, et le laboratoire de géoarchitecture de l'Université de Bretagne occidentale situé à Brest. Je remercie l'ensemble des membres du comité qui travaillent avec nous à la réalisation de cette table ronde, Monsieur Frédéric Vallier, délégué général de la IMF, Monsieur Jean Yango, Monsieur Lionel Prigent, Monsieur Alain Bourdin, Madame Christiane Blanco, Madame Christine Auclair, Monsieur Luc Nakadia, Monsieur Sylvain Allemand, journaliste et modérateur de ces webinaires, et Monsieur William Gouzien, technicien. Chaque webinaire dure 1h15, comprenant une courte introduction de ma part, puis nous poursuivrons comme le webinaire précédent avec la présentation d'un poster intitulé Franchissement, passage et lieu de vie, quel avenir pour les infrastructures de mobilité dans la production des territoires de demain, par Alonso Lopez, Sofiane Mouri, Jasmine Moussalem, Jade Ouedad, que je remercie beaucoup pour leur présentation, puis un débat entre les intervenants, que je remercie également pour leur présence. Tout au long de cet échange, vous pourrez poser vos questions via l'onglet questions-réponses en bas de votre écran, et Monsieur Sylvain Allemand se chargera de les transmettre à nos panélistes. Et enfin, Monsieur Jeannot Melchior Kadia, urbaniste, doctorant en développement urbain durable et consultant en urbanisme, proposera une synthèse de ces échanges. Pour rester informé de toute l'actualité, n'hésitez pas à rejoindre les groupes Urbanisme en francophonie sur Facebook et sur LinkedIn. Merci encore pour votre participation et votre fidélité à ces rendez-vous. Et je vous souhaite un excellent webinaire à tous et à toutes. Et sans plus attendre, découvrons le poster des étudiants qui explore comment les infrastructures façonnent les quartiers résilients face à la montée des eaux et en analysant leur rôle dans l'adaptation urbaine. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que nous prenons part à cette table ronde. Un grand merci à l'Association internationale des maires francophones, au réseau Apéro, ainsi qu'au laboratoire géoarchitecture de l'Université d'Everest pour cette initiative. Nous allons présenter un travail collectif que nous avons réalisé dans le cadre de notre formation d'architecte urbaniste à l'ENSA Paris-Belleville, à la suite d'un déplacement à Phnom Penh.
Si la cartographie nous a permis de poser les bases de notre analyse, c'est l'arpentage du terrain qui nous a permis d'établir un inventaire des milieux. Cette immersion a orienté notre réflexion vers la remise en question des modèles de développement à l'heure de la crise climatique, et en particulier les projets de franchissement pour relier les rives du Mékong. Enfin, notre démarche en tant qu'acteur de la fabrique de la ville consiste à imaginer les autres possibles et les conditions de leur mise en œuvre. Nous espérons que cette prospection alimentera le débat. La capitale du Cambodge a connu un développement économique important qui a conduit à l'artificialisation des milieux naturels, notamment les zones humides d'Areksat, un village rural sur la rive opposée du Mékong. Un projet de pont est prévu pour accompagner cette dynamique reliant les deux rives. Suite aux spéculations liées au projet de pont, de nouvelles formes urbaines apparaissent, les borées. Ces quartiers enclavés sont ciblés à une population étrangère comme un produit d'investissement. Les informations récoltées lors de notre arpentage ont été rassemblées sous forme de transects afin de comprendre comment l'implantation des borées s'oppose aux intelligences des modes de vie locales. Deux dynamiques contradictoires ont été révélées par notre inventaire du territoire, le développement porté par les promoteurs et la construction savante, et le développement porté par la spontanéité et l'intelligence locale. Une partie de notre rôle en tant qu'architecte urbaniste consiste à rechercher des compromis permettant de rendre le projet réalisable. Cela implique l'introduction d'un nouveau jeu d'acteurs dans lequel l'État joue un rôle central par le prisme des infrastructures. L'intervention à travers les infrastructures permet de réconcilier les borées et le village linéaire existant. C'est pourquoi nous avons choisi d'agir à travers trois types d'infrastructures: agricoles, linéaires et fluviales. Dans un premier temps, nous proposons de consolider l'embarcadère existant en aménageant un ponton pouvant accueillir des usages divers comme la pêche, un marché, une gare fluviale. L'objectif de notre intervention sur l'espace public est de clarifier les différentes épaisseurs de la voirie. Des couches paysagères ont été introduites afin de structurer l'espace et de limiter l'étalement linéaire des constructions. La liberté d'appropriation pour des usages temporaires et spontanés, comme les commerces ambulants, est au cœur de notre intervention. L'intervention sur les infrastructures vise également à renforcer le rôle de la navigation fluviale en tant que levier économique majeur. À proximité, les berges ont été réaménagées pour accueillir des surfaces d'exploitation agricole et des ateliers de maintenance de bateaux. Les typologies d'habitat proposées dans le cadre de cette réflexion s'ancrent dans les pratiques urbanistiques existantes, telles que le remblai et l'habitat sur pilotis, pour imaginer un quartier résilient face aux inondations. Nous proposons aussi d'habiter le talus existant, ce dernier qui fait mise à distance entre l'habitat mitoyen et l'habitat sur pilotis. En conclusion, à l'heure où les villes françaises s'interrogent sur l'avenir de leurs infrastructures viaires, notre démarche en tant qu'architecte urbaniste consiste à rapporter ce retour d'expérience sur le développement d'un territoire. Nous reconnaissons dans cet exemple la nécessité des infrastructures pour accompagner l'urbanisation, mais nous contestons vigoureusement les méga infrastructures, souvent coûteuses, hors sol et aberrantes pour l'écologie. Merci pour votre écoute. Merci comment à ces étudiants dont vous aurez compris qu'ils sont particulièrement mobilisés sur les enjeux du changement climatique, mobilisés, je serais même tenté de dire engagés, ce qui est plutôt réjouissant. Nous pourrions rester à Phnom Penh et demander aux panélistes de réagir à ce cas d'étude, à ce retour d'expérience, mais je propose d'élargir le spectre des contextes dans lesquels on pourra puiser justement d'autres références, d'autres initiatives, en partant sans plus tarder au Sénégal, retrouver un premier panéliste, Exaucé Gali Diaco. Bonjour Exaucé, vous êtes bien avec nous? Oui, bonjour, Monsieur Sylvain, je suis bien avec vous. Parfait. Vous êtes, je le précise, urbaniste et doctorant au centre Servida d'Oundon, qui n'est pas à Dakar, où vous êtes manifestement actuellement, qui est à Lomé. Donc, je vous propose de repartir avec vous virtuellement à Lomé.
D'autant que c'est une ville que vous connaissez bien, vous y avez fait vos études au sein de la grande école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qui est d'ailleurs au passage un vivier de panélistes de francophonie non, urbanisme en francophonie, et parce que vous poursuivez à Lomé une thèse en développement urbain durable au sein de ce centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique, le Servida Nedon. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que ça recouvre et en profiter aussi pour mettre en exergue une de ces particuliers, à savoir mettre l'accent sur la formation de cadres, d'experts à même d'affronter les défis du changement climatique dans les villes d'Afrique et d'ailleurs. C'est bien cela. Oui, merci, Monsieur Sylvain, pour votre introduction, pour votre brillante introduction. Oui, comme vous l'avez dit, je suis allé exaucer, urbaniste et doctorant en développement urbain durable au sein du centre euh, Servida Dunedin. Le Servida est un projet issu du projet CEA Impact, qui est un projet plutôt régional soutenu par la Banque mondiale et l'AFD. Et donc, ce projet implique 11 pays et il vise à renforcer l'enseignement supérieur, la recherche appliquée et l'adéquation emploi-formation. Et c'est dans ce cadre que l'un des centres a été créé, basé à l'Université de Lomé, spécifiquement en charge des questions de développement urbain durable pour pouvoir accompagner bien évidemment les villes africaines pour faire face à l'urbanisation rapide. Et donc, à titre de rappel, les participants le savent déjà, l'urbanisation en Afrique entraîne des défis dont un développement non planifié, les besoins en termes de logement, les déséquilibres territoriaux, etc. Et donc, le centre dans lequel nous faisons notre thèse a pour mission, comme Sylvain l'a dit, de former des cadres en charge du développement urbain, de renforcer la gouvernance locale, de promouvoir une approche holistique du développement urbain durable fondée sur la participation et la résilience. Et donc, le centre a plusieurs champs d'intervention, dont des formations diplômantes et continues en recherche, en master recherche. Il y a aussi la recherche sur les questions de la planification urbaine, le logement, les mobilités, les partenariats multi-acteurs et l'organisation des activités scientifiques. Et donc, ce que nous faisons au sein du centre, c'est essayer de mobiliser de l'expertise locale pour pouvoir répondre aux spécificités africaines, les prendre et, disons, apporter des solutions basées sur le réel, sur le vécu et sur les habitudes, mais aussi sur les capacités, tant en termes de mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières Hmm. pour la mise en œuvre des projets urbains. Voilà Hmm. donc de façon globale la présentation que je pourrais faire Tout du à centre fait. dans lequel je suis. Merci beaucoup. Avant de poursuivre en donnant peut-être un ou deux exemples d'initiatives qui vous paraissent emblématiques de ce que pourrait être ce développement urbain durable, j'invite William à projeter comment les premiers visuels avec lesquels vous êtes venu, un premier visuel qui rend compte de la diversité des partenaires associés au Servida Dunedin. Et puis, comment pointer, souligner, voilà, merci William. Et puis, un deuxième visuel dans lequel vous soulignez cette volonté justement de valoriser aussi des initiatives locales, de ne pas simplement former à des modèles qui auraient été élaborés dans d'autres contextes. C'est bien ça, exaucé Gali Giaco? Oui, c'est bien cela, Monsieur Sylvain. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, l'objectif du Servida, c'est de mettre sur le marché des chercheurs et des praticiens qui sont formés déjà sur le continent africain, qui ont une maîtrise avancée des questions et des problématiques urbaines. Et donc, nous avons intitulé, par exemple, notre réflexion que nous sommes dans une quête vivante enracinée dans nos histoires, nos aspirations et nos capacités d'invention. En fait, dans l'introduction, par exemple, développée par Adama, il y a donc cette question de développement durable qui est devenue pratiquement une question de mode. Et donc, sur le visuel qui a été projeté à gauche, ce que nous avons appelé le millage contemporain, c'est l'essai de développement des modèles basés sur
la technologie et cela, peu importe la localité, par exemple, le développement dans une zone désertique, viser beaucoup plus l'esthétique, etc., ou bien le développement des grands projets, etc. Et en face de cela, ce que nous avons appelé la résilience silencieuse des Suds, c'est donc ces tentatives, ces initiatives développées par les Africains et par d'autres personnes issues des espaces qui sont moins exposés, mais qui, pour nous, constituent des initiatives vraiment qui seront intéressantes. Comme vous l'avez dit, nous aurons l'occasion de revenir sur une de ces expériences pour pouvoir partager avec vous. Faisons-le sans plus tarder en projetant le troisième visuel qui illustre une initiative qui vous tient à cœur et qui nous maintient au Togo d'ailleurs, hein, au passage. On reste au Togo. Oui, Voilà. oui, voilà. Donc, l'initiative que je voulais présenter, c'est Miaodo, une entreprise d'école en charge de gestion des déchets. C'est une structure dans laquelle moi j'ai eu à acquérir tant de la formation, mais aussi de l'expérience pratique. Et cette initiative, c'est un projet porté par, certes par entrepreneurs du monde, mais qui est très impliqué dans la gestion des déchets au niveau local, au niveau du Togo. Et donc, les objectifs principaux de ce projet-là, c'est de professionnaliser les jeunes dans la filière de gestion des déchets, de créer des emplois verts durables, de valoriser les déchets et protéger l'environnement. Et donc, c'est aussi une structure qui intervient dans la formation, la sensibilisation des populations, etc. La particularité de cette initiative, c'est qu'elle se base sur les groupes de tontines. Les groupes de tontines sont des groupes de cotisation De souvent organisés microcrédit. par les femmes en Afrique, pendant lesquels les femmes se retrouvent normalement et a priori sur des questions d'autonomie financière. Et donc, elles s'organisent. Et Miaodo se base donc sur ces organisations des femmes qui sont au sein des quartiers pour faire de la sensibilisation, les inciter par exemple à apporter lors de leurs activités de tontine tout ce qu'elles auraient à la maison comme déchets plastiques et essayent donc de valoriser cela. Donc, nous avons essayé de travailler avec cette structure-là dans le cadre d'un projet de valorisation des déchets plastiques en outils utilitaires. Et Mhm. donc, pourquoi nous pensons que c'est une initiative intéressante, c'est que en termes de résultats, cette structure a pu, par exemple, traiter 120 tonnes de plastique par an, ce qui est pas mal. Et il y a aussi 6 630 personnes qui ont été sensibilisées par les activités de cette initiative, aussi petite soit-elle. Il y a aussi 869 entrepreneurs qui sont accompagnés et il y a l'installation des composeurs au sein des structures, environ 50 composeurs qui ont été installés. Et donc, nous disons qu'il y a des initiatives qui se développent en Afrique, mais qui sont peut-être silencieuses, qui ne sont pas aussi promues que les autres initiatives de développement durable. Parce que quand on parle de développement durable, on s'imaginerait à avoir, par exemple, Tout à des fait. immeubles, etc. Mais nous pensons que cette initiative est intéressante. Mhm. Elle est intéressante parce que, en plus, comment elle, elle crée des emplois. Vous avez donné un certain nombre de chiffres qui montrent que toute locale qu'elle soit, elle peut aussi gagner en ampleur. Alors, est-ce que ça fait un modèle économique viable? On pourrait en discuter. Il y a un autre point sur lequel je voudrais vous entendre, mais on le fera après avoir entendu un de nos panélistes, c'est sur la question du numérique. En attendant, ce que je vous propose, c'est de partir en Mauritanie, rejoindre le deuxième panéliste alors, qui n'est pas Monsieur Abderrahmane Edaï, qui était pressenti pour participer à ce webinaire. Monsieur Abderrahmane Edaï est président de la commission environnement et développement durable, on voit donc bien la vocation, et conseiller régional élu à la région de Nouakchott. Malheureusement, un deuil est intervenu dans sa famille et il n'a pu donc se joindre à nous, mais il nous a suggéré de nous en remettre à son collègue Yacoub Ebey, Monsieur Yacoub Ebey, que je remercie infiniment d'avoir pour sa réactivité et d'avoir pu se joindre à nous. Monsieur Yacoub Ebey, vous êtes chef de service de l'environnement à la région de Nouakchott
J'imagine que vous avez envie de réagir à ce que vient de nous dire le premier panéliste ou à ce que nous ont dit les étudiants sur Phnom Penh. Mais au préalable, j'aimerais peut-être que vous commenciez par nous dire un mot du contexte de Nouakchott. Je crois qu'il est important de parler des villes durables, du développement, en ayant à chaque fois en tête le contexte dans lequel on se trouve. Et le contexte de Nouakchott est particulier, mais je vous laisse le soin de le préciser. Donc, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, merci Monsieur Sylvain donc, pour la modération. Donc, je tiens à féliciter donc les deux présentations euh, faites en avant. Donc, à notre tour, donc, Nouakchott est une ville, c'est la capitale de la Mauritanie. Elle abrite à près d'un tiers de la population nationale, donc soit environ 1,5 million d'habitants, situé en grande partie en dessous du niveau de la mer. Il est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Si nous nous focalisons donc sur la situation, la vulnérabilité de la vie, on peut dire qu'elle est parmi les villes les plus vulnérables donc, en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. La ville de Nouakchott, donc, subit une croissance démographique rapide, souvent non planifiée, qui dépasse largement donc, le rythme de développement des infrastructures de base, eau, assainissement, transport. On peut dire que Nouakchott est confronté à une avancée constante des djinns et à un phénomène de désertification qui menace son équilibre écologique. En parallèle, les cordons dunaires naturels qui protégeaient la vie des inondations est toujours affaibli, ce qui aggrave les risques de submersion en cas de forte tempête. L'urbanisation galopante empiète sur des zones humides et sablonneuses, instables, ce qui amplifie la vulnérabilité structurelle. En somme, Nouakchott est une ville en déséquilibre soumise à une pression climatique croissante et avec un besoin urgent d'adaptation et de planification territoriale. Hmm. Donc, si je peux venir juste avec des données, donc Nouakchott est une ville composée de 9 communes, située entre le climat saharien au nord et saharien au sud. Et donc, nous pouvons dire que c'est une ville qui sort du désert, avec encore 40 km du littoral. Une grande partie de la ville se situe sous le niveau de la mer. Donc, je vais juste illustrer avec des données, donc des chiffres. Donc, après un diagnostic de vulnérabilité qui a été fait dans le cadre de l'élaboration du plan climat, donc c'est le plan climat, c'est le plan donc, qui retrace la vision, on l'appelle le plan d'accès à l'énergie durable et du climat. Donc, c'est le plan qui retrace la vision stratégique de la région à travers donc un diagnostic de vulnérabilité. Voici quelques données par rapport à la température. Donc, d'ici 2030, une augmentation de 0,7, de 0,4 à 0,6 degrés en 2030, en 2040 arrive jusqu'à plus d'1 degré donc d'augmentation. Faible précipitation. Oui, vous voulez intervenir? Excusez-moi, je vous propose de ne pas nous attarder sur les chiffres que l'on pourra diffuser au-delà du webinaire, mais en venir peut-être à l'esprit des actions que vous menez. Venez à l'instant d'évoquer un plan climat et qui se décline en projet pilote. Alors, il ne s'agit pas de décrire ni ce plan ni ces projets dans leur exhaustivité, mais si vous deviez mettre en avant des initiatives qui témoignent de la possibilité de Nouakchott d'inventer des solutions qui sont particulières au contexte et qui ne sont pas forcément importées, conçues préalablement, tels des modèles dans d'autres contextes. Est-ce que vous voudriez bien comment vous livrer à ces rapides exercices? Donc, malgré les défis, donc une vision claire, ambitieuse, mise en place pour le développement donc, de la ville de Nouakchott, à travers donc, une planification donc, bien structurée. Je viens de mentionner le plan d'accès à l'énergie du climat, donc c'est le plan, un plan sectoriel. Nous sommes maintenant en train d'élaborer donc, les plans de développement régional, donc c'est au niveau supérieur. Donc, j'ajoute encore comme c'est le temps donc, des solutions fondées sur la nature, nous avons élaboré l'année dernière un plan d'intégration
des solutions sur la nature, donc un plan qui a été élaboré, donc validé donc par les conseils régionaux. Il y a encore un plan pour le côté transport, un plan de mobilité urbaine. Donc, un plan de Mhm. mobilité urbaine qui englobe donc les actions à travers donc un diagnostic, qui englobe encore les actions, donc les orientations stratégiques de la région de Nouakchott en termes donc de mobilité urbaine. Si Alors, je, oui, excusez-moi, mais dans les discussions en amont que nous avons eues avec M. Abderrahmane Edaï, ressortait son insistance à mettre en avant le rôle des jeunes et la mobilisation des jeunes dans justement la sensibilisation, mais aussi aux enjeux du changement climatique, mais aussi la reconnaissance des initiatives qu'ils sont capables aussi de prendre par eux-mêmes pour faire face à ces défis. Est-ce que vous voudriez bien nous en dire un peu plus sur l'accent mis sur ce type d'acteurs, les jeunes? ah oui, les jeunes sont les piliers donc des actions donc, de la région de Nouakchott. Parmi donc ça rentre donc garde une grande importance donc pour toutes les actions donc du Conseil régional donc de la région de Nouakchott. Surtout, la présidente Fatoumata Abdelmalek accorde une grande importance donc aux jeunes. C'est à travers donc des initiatives que nous avons donc développées. Donc, il y avait la semaine régionale des jeunes. Donc, l'année dernière, donc, nous avons ici fait une semaine régionale des jeunes. Donc, nous avons invité des représentants à peu près au niveau 400 jeunes de la ville de Nouakchott. Tout au long d'une semaine, il y avait des discussions, il y avait des débats, donc sur ce qu'il importe, sur les défis, sur tout ce qui concerne donc la notion jeunesse. Et à travers donc cette semaine, donc nous sommes sortis avec donc des orientations donc claires pour les appliquer pour une implication, insertion donc aux jeunes. Mhm. Dans un autre volet, donc si nous pouvons dire volet insertion, il y avait donc une formation, une insertion de 500 jeunes à travers donc, un programme de formation professionnelle récemment avec un accord avec les PNID, une collaboration avec les PNID. Donc, nous avons pu donc offrir donc à certains jeunes des ateliers où ils peuvent Mhm. s'insérer donc facilement donc au marché d'emploi. Mhm. Spécifiquement dans les domaines du changement climatique, d'ici l'année dernière, nous étions donc gagnants donc d'un prix du Bloomberg, donc un programme de financement des initiatives climatiques destiné aux jeunes. Nous avons pu financer donc 31 projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du recyclage, dans le domaine même du numérique. Récemment, surtout dans la deuxième phase, nous avons dit donc et puis financer donc trois projets dans le domaine donc du numérique, un projet de sensibilisation des jeunes sur Alors, la problématique sur la problématique climatique. Alors, vous venez de m'offrir une belle transition avec le troisième intervenant qui va justement nous parler des opportunités offertes par le numérique dans la perspective des villes durables confrontées au changement climatique. Sachez que je reviendrai donc vers vous pour que vous réagissiez à sa vision des choses et que je reviendrai également vers vous et puis exaucer Gali Diaco pour discuter aussi de cette notion de ville durable. Est-ce qu'elle va de soi? Est-ce qu'elle est considérée à travers les enjeux du changement climatique comme une priorité? Ça sera intéressant de vous entendre à ce sujet. Mais auparavant, poursuivons notre tour de table avec Marc Laget. Marc Laget, vous êtes économiste et vous êtes comment responsable du projet Ville
durable et intelligente au CEREMA. Alors, ville durable, on voit ce que ça peut vouloir dire. Intelligente également, ça réfère du coup à l'intégration du numérique. En revanche, le CEREMA mériterait quelques mots de présentation rapide, parce que c'est d'autant que c'est un organisme de recherche extrêmement intéressant. Mais je vous laisse nous dire en quoi précisément, Marc Laget, pour commencer. Oui, d'abord, merci beaucoup de votre invitation et puis je suis extrêmement heureux de pouvoir participer à cet échange sur le développement équitable et durable. Le CEREMA, Centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, c'est une structure assez importante. Il y a 2600 agents, ingénieurs, techniciens qui, en France, a regroupé pas mal de services du ministère de l'Équipement et de l'Écologie. Et donc, c'est un petit peu de recherche, mais surtout de l'expertise qui est partagée dans tous les domaines de la construction, de l'aménagement et de la gestion des risques, vous l'avez compris. Voilà. Euh, Alors, concrètement, les experts, vous, intervenez auprès des collectivités pour appuyer l'élaboration de leur politique publique dans un certain nombre de secteurs, hein. C'est bien ça. Alors, il s'agit éventuellement de missions d'appui, de recherche, de mise en valeur, de coordination, de valorisation aussi. Et ça, j'insiste sur cet aspect-là parce qu'il faut valoriser les choses de la manière aussi collective Mm. que possible, de telle sorte que les efforts et les investissements réalisés à tel endroit puissent bénéficier à d'autres endroits. Mm. C'est une méthodologie assez exigeante. Hmm. Alors, il y a un domaine que vous suivez tout particulièrement, c'est le numérique, très vaste domaine, très largement débattu. On connaît les perspectives que ça offre, mais aussi les limites. Il y a un point sur lequel vous souhaitiez porter l'attention, c'est sur les enjeux de gouvernance, avec l'idée que le numérique, mais je vous laisse le soin de le dire mieux que je ne le ferai, c'est certes des technologies, des infrastructures, etc., mais c'est surtout des parties prenantes extrêmement diverses qu'il faut pouvoir impliquer dans une gouvernance. Quand je dis parties prenantes, c'est jusqu'à y compris les citoyens. Mais je vous laisse le soin de préciser cela. Oui, je crois qu'il faut se dire que le numérique est une opportunité, mais aussi un risque. Ça a déjà été le cas pour d'autres sources de potentiel de développement. Je pense au financement. On peut faire des opérations très intéressantes comme éventuellement des erreurs. Je pense à la connaissance et à l'éducation qui peuvent être euh, gérées de manière égalitaire ou au contraire élitiste. Donc, le numérique, c'est un petit peu pareil. Comment faire en sorte que l'ensemble des acteurs concernés par le développement et l'avenir d'une ville, d'un territoire, puissent s'approprier les ressources du numérique et faire en sorte que l'avenir ressemble à ce qu'on souhaite qu'il soit. Euh, Certes, quand on dit numérique, on voit aujourd'hui intelligence artificielle, très grands réseaux, groupes transnationaux américains ou chinois pour l'essentiel. Mais le numérique, c'est aussi des technologies relativement faciles à mobiliser. C'est aujourd'hui un support utilisé par presque tout le monde sur son téléphone. Il y a beaucoup d'applications. Donc ça s'est beaucoup démocratisé. Et le numérique, s'il est bien géré, il permet, en choisissant par exemple des standards ouverts et interopérables, accessibles à tout le monde, il permet à mobiliser les gens sur la gestion de ces ressources, et en particulier les données. S'il n'y a pas de données, il n'y a pas de numérique, hein. C'est la matière première essentielle du numérique. Donc, si on cherche à anticiper l'avenir de la ville à partir des données qu'on peut collecter, il faut impérativement avoir une conception et une gouvernance de ces données. D'où viennent-elles? Que signifient-elles? Par qui sont-elles produites? Comment est-ce qu'on les renouvelle? Voilà, donc vous comprenez que pour la ville durable, si vous avez des données sur les risques, la végétalisation, la biodiversité,
la nature des transports en commun mobilisables, les retours d'expérience sur l'isolation des bâtiments, etc., eh bien, vous avez des données utiles pour l'avenir de la ville durable. Mm. Voilà pour Alors, synthétiser très rapidement. voilà, merci. Alors, c'est très convaincant, mais également, je ne cacherai pas mon scepticisme quant à la possibilité de mettre en œuvre cette gouvernance dans tous les contexte, à commencer par des villes où les connexions ne sont pas forcément évidentes. Et on en a fait l'expérience pour les besoins de la préparation de ce webinaire. Mais vous êtes venu avec un visuel qui, je trouve très intéressant parce qu'il témoigne de votre volonté de convaincre de la possibilité de mobiliser les villes moyennes sous toutes les latitudes dans les grands débats touchant au numérique. Alors, voici le visuel, mais je vous laisse le soin d'en faire l'exégèse. Marc Oui, Lager. très bien. Vous voyez que cette présentation de l'empreinte géographique des villes en fonction de leur taille, elle montre dans le cadran du haut à gauche que si on regarde l'empreinte territoriale des grandes mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants, eh bien, on les distingue, oui, mais elles sont peu nombreuses et elles ne concernent pas tous les territoires. Si on passe à 5 millions d'habitants, en haut à droite, on a déjà un plus grand nombre d'espaces concernés. Et si on descend, suivant le même principe, à 1 million d'habitants et a fortiori à 50 000 habitants, vous voyez que ce n'est pas la même problématique géographique et on adresse beaucoup plus d'habitants au travers des villes de petite taille qu'au travers des mégalopoles. Ce qu'il y a comme message derrière ce schéma, c'est que si les villes moyennes ou d'envergure limitée, je vais considérer 1 million d'habitants, 5 millions, c'est déjà autre chose. Mais si on a des villes de 1 million d'habitants, elles sont très nombreuses, c'est peut-être intéressant qu'elles puissent partager les avancées, les inventions, les paramétrages, les retours d'expérience, etc., pour que chacune des autres villes puisse en profiter en fonction de son contexte, de latitude, de pluviométrie, d'altitude, de population, de spécialisation économique. C'est un petit peu ce qui est proposé, vous voyez en bas, par des organismes comme l'AFNOR, l'Association française des normes, ou l'ISO, l'International Standard Organization, qui essaye de proposer un référentiel d'expérience à partager autour de la norme ou du standard des villes durables et des villes durables et intelligentes. Hmm. Mais alors, on va laisser nos deux autres, avant de laisser nos deux autres panélistes réagir à cette vision du numérique et du rôle que peuvent jouer les villes jusqu'à y compris les moyennes, comment peut-être une question sur justement comment faire pour que ces villes moyennes participent concrètement à ces débats de normalisation. Ça paraît être des enjeux très éloignés par rapport à des urgences immédiates auxquelles certaines sont confrontées. Oui, ça paraît très technocratique, ça paraît identifié avec des moyens qui relèvent des États. Oui, c'est vrai, la normalisation, elle est conduite par les bureaux de normalisation de chacun des pays. Il y en a dans chacun des pays du monde. Mais ensuite, il faut considérer qu'une fois qu'on a franchi, on va dire, le degré de la connaissance des éléments de langage, on a des acteurs qui discutent entre eux de solutions aussi rationalisées et simplifiées que possible. La mobilité, la construction et la rénovation de bâtiments, l'organisation de circuits courts, la façon de considérer ce qu'on appelle aujourd'hui la créativité territoriale. Comment se baser sur la dynamique des acteurs locaux, vous l'avez évoqué avec le plastique, vous l'avez évoqué à plusieurs égards, mais comment on fait en sorte que ça puisse se partager. Je pensais notamment à l'exemple du plastique parce que je voulais vous poser la question, Monsieur Galidiaco. Est-ce que cette expérience au Togo est reliée avec ce qui est fait au niveau mondial, Precious Plastic? Ça, c'est un exemple de ce qui peut être fait dans un domaine et qu'on peut faire dans tous les domaines pour partager les ressources de la ville intelligente sur des savoir-faire, sur des données,
sur des ressources informatiques et vous voyez que tout ça s'est dématérialisé. On n'a donc pas besoin de se déplacer d'un endroit à l'autre. On n'a pas besoin de transporter des marchandises pour partager les solutions. Exaucé Gali Jaco, là, je crois que vous êtes interpellé, invité à répondre. On vous écoute. Bon, merci pour votre question. Très rapidement, moi, je pense qu'il n'y a plus de frontières en termes de transmission du savoir. Et en plus de cela, il y a aussi des initiatives locales qui se font sans vraiment passer par une transmission de savoir de façon géographique, disons, de l'Europe vers l'Afrique. Mais pour l'initiative, par exemple, que je viens de présenter, il y a eu quand même une petite difficulté. En fait, je parle de l'initiative liée à la gestion des déchets. Il y avait donc une partie liée à une application mobile pour pouvoir signaler, disons, la nécessité d'un passage d'enlèvement et autres. Mais il y a eu quand même quelques difficultés dans l'utilisation et moi, je pense que d'autres solutions pourraient être apportées pour pouvoir améliorer l'application. Et donc, l'application, elle a été finalement retirée et l'enlèvement se fait toujours, disons, de façon manuelle, de façon planifiée, comme il se faisait avant. Mais en dehors de cela, moi, j'avais réfléchi sur un projet qui prend en compte le numérique mettant les spécificités locales et qui est semblable à l'initiative dont je parlais. C'était plutôt relatif au tableau de bord de suivi des projets. J'avais mené des réflexions sur les possibilités de traduction en langue locale. Et donc, moi, je me disais que si, s'il y a cette possibilité de traduction, par exemple, de cette application en langue locale, même pour ceux qui ne peuvent pas lire le français, ce sera toujours possible de l'utiliser. Donc, peut-être que, Sylvain, vous allez me permettre encore de revenir, mais je pense que c'est faisable le numérique dans le développement. Intéressant, intéressant. Poursuivons avec vous, Yacoub Bey. Vous évoquiez de vous-même le numérique. Est-ce que c'était dans la perspective de cette gouvernance telle que décrite par Marc Leget ou dans une autre perspective comme celle que vient d'évoquer Exaucé? Merci. Donc, je suis totalement d'accord donc, avec M. Marc. Donc, c'est l'importance donc, de l'utilisation des données numériques. Nous, on ne peut pas planifier même, on ne peut pas agir donc, sans des données donc, solides, sans des données structurantes. Donc, il y a ce sujet. Donc, nous avons donc, à travers donc, le diagnostic que nous faisons, donc, c'est à travers donc, une expertise avec même les personnels de la région, donc, les personnels de la direction concernée de l'informatique, donc qui s'occupe donc de la navigation dans ce monde. À travers donc les initiatives, on est ici au niveau de la direction de l'environnement et des transports, donc au niveau du conseil régional de notre donc ce que nous avons fait, donc c'est d'encourager donc toutes initiatives donc qui veulent qui a pour but donc de résoudre donc la situation la problématique de la vie de Nouakchott en termes donc de lutte contre le changement climatique. Et c'est à ce sujet donc que nous avons donc pu donc avoir un financement. Nous avons donc pu avoir un financement pour des jeunes donc, par le financement donc, de trois groupes. L'un des groupes, par exemple, ils ont voulu développer une plateforme numérique qui centralise et facilite l'accès aux événements et activités liées à l'environnement et au climat. Donc, ça va être donc, une sorte donc, de sensibiliser, de regrouper les acteurs, donc, les acteurs concernés par par la thématique environnement. Une autre plateforme qui permet aux entreprises gazières et pétrolières donc, de surveiller, détecter comme récemment donc, nous avons donc une grande découverte sur une grande découverte gazière donc un champ gazière entre nous, la Mauritanie et le Sénégal. Donc évidemment donc il y aura une importation donc sur une plateforme donc qui détecte permettent aux entreprises gazières, donc des pétroliers, de surveiller, de détecter, de réduire, de réduire le flux des gaz en temps réel. Hmm. C'était à ce titre donc des plateformes, donc des initiatives que nous voulons donc Hmm.
donne naissance à l'apport des jeunes. Hmm. Sauf si Marc Leget veut réagir à vos réactions, et il pourra le faire bien évidemment. Je formule au moins l'interrogation que vous m'inspirez, vous, monsieur, Yacoub Bey et monsieur Exaucé Gali Diaco, à savoir si finalement ce numérique ne serait pas une ressource pour sensibiliser à un enjeu, le changement climatique, qui ne va pas de soi dans un certain nombre de contextes où des franges de population sont confrontées à d'autres défis, la pauvreté, les inégalités, le non-accès à l'eau, etc. Donc, est-ce que voilà, le numérique est une manière de sensibiliser à ces enjeux auxquels on ne viendrait pas spontanément? Est-ce que vous voyez le sens de ma question que je peux aussi à laquelle peut réagir Marc Leget? Qui veut commencer? Exaucé Gali Diaco? Oui, avec plaisir, je peux commencer et essayer d'apporter mes éléments de réflexion. Bon, moi, je répondrais par un oui. Je pense que le numérique pourrait être utilisé dans ce cadre. C'est vrai, comme vous l'avez évoqué, il y a une question de priorisation. Est-ce que les questions de changement climatique font partie des urgences au sein, disons, des communautés, au sein des familles en Afrique, ou bien c'est des questions, disons, de survie, d'adaptation, de création d'activités génératrices de revenus et autres. Mais à mon avis, il faudra essayer de sensibiliser davantage sur l'impossibilité de discerner ces deux éléments. Parce que tant bien qu'on se concentre sur la création des revenus, par exemple, il y a la probabilité que le changement climatique puisse influencer cela. Et donc, le numérique peut être utilisé à vous suivre. Déjà, une idée qui me vient très rapidement à l'esprit, c'est que, par exemple, dans le cadre de sensibilisation, chercheurs et praticiens, par exemple, utilisons les données pour pouvoir faire des projections et autres, des projections des paramètres climatiques. En termes de paramètres climatiques, en termes de diagrammes et autres, si nous présentons cela dans cet état que je qualifierais de brut à la population, cela peut ne pas peut-être attirer leur attention, mais utiliser le numérique pour partir sur la base de ces éléments pour aboutir, par exemple, à des éléments beaucoup plus audiovisuels. Nous faisons la projection, par exemple, des paramètres climatiques, mais non. Si au-delà de cela, si on associe le futur, par exemple, de leurs activités économiques, comment est-ce que cela pourrait se faire de façon visuelle, sous la forme d'une vidéo? Comment est-ce que cela pourrait arriver si nous continuons dans ce sens et que nous atteignons, par exemple, tel degré de réchauffement? Moi, je pense que c'est possible. Et autre chose, c'est que la jeunesse de la population africaine aussi pourra être utilisée parce que de plus en plus, nous avons une population jeune, une population qui s'intéresse davantage vers le numérique. Mais cela ne veut pas dire que voilà, nous sommes dans un monde tellement numérique. Certes, il y a des zones rurales où il faut encore faire des efforts pour que le numérique puisse prendre. Mais je pense que c'est une approche, plusieurs réflexions peuvent être faites et pour moi, c'est indissociable en fait. Nous sommes sur un chemin où c'est indissociable. Nous ne pouvons pas parler du développement durable sans prendre en main la question du numérique et du changement climatique. Marc Leget, avant de repartir sur à Nouakchott, pardon, pour recueillir la réflexion de Yacoub Bey, voulait réagir sur cette interrogation? L'apport Oui, et je partage vraiment l'avis de Exaucé. Je vais me permettre de le faire. On n'en a pas parlé, Sylvain, pendant la préparation, mais j'ai passé pas mal de temps autour du bassin méditerranéen, à Québec et Montréal, évidemment en Belgique, et pas mal en Afrique de l'Ouest, et notamment en Côte d'Ivoire, où j'avais pu travailler avec un chercheur, Abdou Touré, qui a fait un travail très intéressant il y a 40 ans
sur les petits métiers à Abidjan. Et il a intitulé son travail L'imagination au secours de la conjoncture, puisque dans les années 80, il y avait des difficultés importantes liées à l'augmentation du pétrole, et on voyait bien l'adaptabilité des acteurs locaux, des petites gens, des jeunes, etc., pour développer de nouveaux métiers. Eh bien, je considère que cette culture-là de l'adaptation, elle est toujours très vivante, très enracinée, et qu'avec le numérique, elle trouve un nouvel espace au sein duquel elle peut se développer, se concrétiser, trouver des éléments très précis. Les jeunes, dès qu'ils le peuvent, utilisent les réseaux sociaux. Alors certes, il faut de la 4G, de la 5G, mais je crois que les pays du Sud global sont relativement mieux desservis qu'en fibre optique. C'est normal, c'est moins cher. Mais voilà, donc je crois qu'il y a un potentiel qui va continuer d'être exploité et que si on le fait avec méthode, si les cadres de la société, des collectivités, de l'éducation, etc., ont des outils qui permettent de s'approprier ces ressources pour valoriser les capacités locales et pas utiliser uniquement ce qu'on nous envoie depuis l'extérieur, eh bien, ça peut être une force de développement tout à fait remarquable. Hmm. Alors, revenons à Nouakchott parce que je souhaiterais vous entendre aussi, Monsieur Yacoub Bey, sur l'attitude de catégories de population par rapport à l'enjeu climatique. Est-il perçu comme une priorité? En quoi le numérique peut contribuer à faire prendre conscience de cet enjeu? Je vous laisse partager vos réflexions sur ces questions-là. Merci pour tout le monde. Je veux juste mentionner que le sujet numérique maintenant est un sujet incontournable. Donc, on ne peut pas pas décider, on ne peut pas même planifier sans les données. Et donc, c'est à travers le numérique, l'accent, euh, un accent important. Donc, la vie de Nouakchott, mais encore une orientation donc au niveau national. Donc, c'est l'importance de l'utilisation du numérique. Et à titre d'exemple, ici, au niveau de la région de Nouakchott, nous, on se concentre donc sur la résilience des populations. Quand on dit résilience des populations, donc, c'est de- d'offrir donc des solutions donc adaptées à leur contexte. Et à ce sujet, à titre d'exemple, au niveau de la région de Nouakchott, dans le secteur des transports, et c'est le secteur le plus émetteur ici au niveau de la ville, nous avons donc développé des lignes de bus qui relient les quartiers périphériques. Donc, quand on dit quartier périphérique ici au niveau de Nouakchott, donc c'est la population la plus vulnérable. Donc, pour faciliter les déplacements, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, nous avons élaboré une plateforme, donc une application, qui permet aux citoyens d'avoir les trajets des bus, à quel temps il peut arriver. Donc ça, ce sont des solutions qui peuvent faciliter faciliter le déplacement. Quand tout est facilité le déplacement, donc de diminuer les coûts, de diminuer les pertes de temps, d'avoir plus de sécurité pour les usagers. Sur les domaines de végétalisation, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, à travers une collaboration avec l'Institut Polytechnique fédéral de Lausanne, donc une étude, une étude qui a été faite ici sur quel type d'arbre. Vous connaissez, la ville de Nouakchott c'est une ville désertique, mais nous avons donc besoin d'avoir quel type d'arbre qui va être adapté, adapté au contexte de la vie. Vu la remontée de la nappe phréatique, la manque d'assainissement, la salinité. Vous voulez Juste, terminer? Ouais. juste à terminer avec une étude qui a été faite lors de la collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, une étude Ah. vu le contexte de la vie. Nous cherchons vu la salinité du sol, la remontée de la nappe phréatique, le manque d'assainissement, donc ce sont des contraintes qui amènent la vie de Nouakchott à peu près, pouvons dire qu'il y a un manque brutal des arbres. Une ville désertique. À travers cette étude, à travers l'utilisation du numérique, des données, avec l'école politique de Lausanne, que nous avons pu sortir avec 5 types d'arbres adaptés au contexte de la vie qui peuvent absorber. Ils vont nous aider
pas seulement à l'ombrage, mais qui ont une capacité d'absorber plus d'eau, donc qui vont rabattre donc la nappe phréatique. Merci, Donc, merci ce sont pour, des, oui, merci pour ces illustrations concrètes d'application comment du numérique en fonction aussi des ressources de la ville, de la collectivité. Mais pour clore ce webinaire, ce que je vous propose, c'est un dernier tour de table. Alors sur les mots, un certain nombre de mots que vous avez utilisés, hein, vous avez bien évidemment parlé de ville durable, nous vous avons invité à le faire. Vous avez vous-même, Monsieur Bay, et d'ailleurs comment Exaucé Galli-Giaco également parlé de résilience. On pourrait démultiplier, on a parlé de numérique, et je m'interrogeais sur la réception de ces mots, de ces concepts auprès des populations avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que c'est des concepts que vous utilisez dans certaines circonstances avec certains types d'interlocuteurs? Ou sont-ce des concepts qui sont entendus, compris des populations, de catégories de populations auxquelles vous intervenez? Alors peut-être commencer par vous, Gali Giaco, sur ce point. Jusqu'où utiliser des termes, comment traduit d'autres langues? Voilà, comment réagissez-vous à ce point? Eh bien, Monsieur Sylvain, moi, je pense que l'utilisation de certains thèmes, déjà, il y a des concepts, même dans la langue française, c'est polysémique ou bien l'explication qu'on donne n'est pas partagée. Et donc, moi, je pense que l'utilisation de ce que nous faisons, c'est peut-être trouver des termes qui sont semblables, même si dans certaines conditions, on ne peut pas dire forcément ou bien en intégralité la même chose. Et surtout se baser sur les réalités locales, sur ce que les communautés vivent pour pouvoir présenter la situation et non aller beaucoup plus vers des thèmes techniques ou bien des questions qui sont beaucoup plus élitistes et tout. Et donc, moi, ce que je privilégie, c'est toujours aller sur une base de ce qui est compréhensible, acceptable par la population pour laquelle on travaille, parce que la réalisation et le succès de nos propositions dépendent fortement des populations. Et donc, surtout avec notre contexte particulier en Afrique, il faudra savoir quel mot, quelle expression utiliser, quel concept pour que cela puisse porter le résultat escompté. Alors là, me vient à l'esprit l'idée que on aura besoin peut-être du coup voilà des auteurs, des poètes, des conteurs pour nous aider à forger des mots qui soient reçus par la population. Voilà, excusez-moi de divaguer momentanément. Je reprends mes esprits. Marc Leget, comment vous répondez à cette question? Est-ce que vous avez été dans vos démarches professionnelles, est-ce que vous êtes dans vos démarches professionnelles soucieux justement à l'usage des bons termes selon les interlocuteurs auxquels vous vous adressez? Alors, oui, c'est fondamental puisque le langage reflète la culture. Et ça nous permet de rejoindre un petit peu le thème que vous aviez choisi, controverse sur les modèles de ville durable. Les modèles sont véhiculés par les mots. Et c'est très important de savoir comment les choisir et comment les partager avec des partenaires pour ce qu'ils signifient, pour ce qu'ils disent du futur. Euh, euh, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les capacités d'adaptation. Je suis sûr que c'est euh, déjà le cas. Les acteurs, dès qu'ils le peuvent, s'emparent du numérique parce qu'ils voient bien quelle est l'opportunité que ça va représenter pour eux. Et donc, ma réponse à votre question, c'est que même s'il y a des difficultés à tous les niveaux de déploiement de réseau, de formation des usagers, de qualité de services proposés, de services numériques proposés par les institutions ou les entreprises. Il faut travailler sur ces trois niveaux de manière importante pour qu'il y ait une vraie dynamique collective et sociale qui puisse se développer autour de cet argent nouveau, cette opportunité qu'est le numérique. Et je voudrais juste mentionner un exemple qui, là aussi, illustre la question de la controverse.
c'est ce qui est en train d'apparaître sur les très grandes métropoles, euh, on va dire du Nord pour faire simple. Euh, c'est ce qu'on appelle les Local Digital Twins, les jumeaux numériques territoriaux. Donc, on connaît déjà ces représentations numériques sous forme de lacs de données. On prend toutes les données d'un territoire, on les stocke, on sait qu'on peut les utiliser, elles sont à un endroit. On a déjà une connaissance de ce que sont les hyperviseurs dans un centre de commandement, alors qu'ils soient placés sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité ou de l'autorité qui gère les Jeux Olympiques. On sait à peu près qui fait quoi, où, comment, est-ce qu'il y a des difficultés, comment on va mobiliser les secours, etc. Eh bien, la génération d'après de ces outils, c'est le jumeau numérique territorial, où on va pouvoir collecter toutes les données intéressantes pour comprendre le fonctionnement du territoire et l'évolution et son évolution à terme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en rapport ces données les unes avec les autres pour avoir une approche systémique, donc plus cohérente, de voir les relations qui existent. Je vais prendre un exemple entre la pluviométrie, la perméabilité des sols, le niveau des inondations, les crues des rivières, etc. Je pourrais donner 10 exemples. Alors, comment ces jumeaux numériques territoriaux, qui sont une technologie et une méthodologie relativement coûteuses, vont pouvoir être utiles pour les villes du Sud global, ça, je pense on est face à une question essentielle. Soit on va dépendre d'acteurs transnationaux qui vont dire, ben voilà, vous payez, le tarif c'est ça. Soit il y aura des postures coopératives de la part des associations de villes et notamment, ou de pays comme l'AI, l'Association internationale Mhm. des pays francophones. Donc, c'est ce regroupement qui est une démarche capitale pour partager la ressource du numérique. Des Mhm. maires francophones, pas des pays, pardon. Je crois que vous ouvrez la porte sur un autre webinaire hein, autour de ces jumeaux numériques. Ça mériterait un webinaire en soi. Encore, par ailleurs, merci d'avoir prononcé deux fois le mot de controverse. Mea culpa, c'est un mot qu'il faut absolument mettre en avant, puisque emprunté au champ scientifique, il suggère la possibilité de débats contradictoires d'où peuvent émerger de nouvelles connaissances. Donc c'est quelque chose dont on ne doit pas avoir peur. Et effectivement, on aurait pu, et mea culpa de nouveau, creuser davantage la question sur les conditions de possibilité d'une controverse, comment on organise la controverse. Mais nous sommes rentrés dans cette discussion, me semble-t-il, par celui de gouvernance, même s'il renvoie à d'autres problématiques. Poursuivons et terminons notre tour de table avec vous, Monsieur Yacoub Bey. Merci infiniment d'ailleurs encore une fois d'avoir pu remplacer Monsieur Abderrahmane Edey, comme on le dit, au pied levé, comme on le dit ici. Vous pourriez dire un mot sur les jumeaux numériques, mais je préférerais, pour clore ce webinaire, vous entendre sur justement comment vous utilisez, vous mobilisez ces concepts, résilience, ville durable, dans vos interactions avec les différents interlocuteurs auxquels vous faites face pour faire de la ville durable à Nouakchott, Monsieur Yacoub Bey. Oui, pour vous, Monsieur Sylvain, merci pour les autres panélistes. Donc, l'utilisation de ces mots, ça vient pas du hasard. Donc, ce sont des mots, donc, nous utilisons ce mot donc, pour répondre à notre contexte. Ce sont des mots qui ressortent donc, du contexte de la vie. Quand on dit durabilité, donc une vie durable, une marche est durable, donc s'il est résiliente. Et la résilience de la vie, ça ne peut pas être faite sans prendre en considération donc, les questions climatiques, les aléas, les défis climatiques auxquels la vie est confrontée. Mhm. Alors, je vous écoute et je découvre par la même occasion une question de Leïla et Dag sur l'intérêt des écoquartiers pour les villes durables. Voilà, mais comment mobilisez-vous ce concept? Ce que je vous propose, c'est que vous répondiez à Leïla et Bag par mail. Nous ferons en sorte que vos questions, vos réponses lui parviennent. Malheureusement, nous devons clore
ce webinaire. Je dis clore, pas tout à fait, puisqu'il se clôturera vraiment avec la synthèse va nous proposer à l'instant Jeannot Melchior Kadja, que je remercie pour son écoute. Il est urbaniste et doctorant en développement urbain durable, donc a des affinités avec comment exaucer, n'est-ce pas? Eh bien, Jeannot Melchior Kadja, à vous, dites-nous ce que vous avez retenu d'important de ce webinaire. Merci par avance. Bonjour à tous, bonsoir à ceux qui sont plus ou moins loin. Je vous remercie encore une fois de la parole accordée, de la possibilité que vous m'offrez de faire ce résumé en quelques temps. Donc aujourd'hui, le thème qui nous a réunis, c'était en mot à mot, face au changement climatique, controverse sur les modèles de ville durables. Donc, controverse est un mot revenu à plusieurs reprises dans les discussions. Ce webinaire a commencé par un chaleureux hommage et à la suite de cela, nous avons eu à voir les discussions, ou plutôt le projet présenté par Alonso Lopez, Sofiane Mouri, Jasmine Moussalem, Chad Oueda, qui ont réfléchi en réalité sur la thématique et plus précisément sur l'avenir pour les infrastructures de mobilité dans la production des territoires à travers leur projet qu'ils ont dénommé donc franchissement, passage et lieu de vie. Donc, c'était une réflexion sur l'apport des infrastructures au mode de vie, plus précisément à Phnom Penh. Et ils ont fini en concluant que les méga projets, ou plutôt les méga structures, ne sont pas forcément positives pour l'environnement urbain. Et donc, que les infrastructures font de bonnes choses à la ville, mais qu'il faut savoir comment est-ce qu'il faut les appliquer pour effectivement un développement durable, comme nous le disons souvent. Pour discuter du thème, nous avions trois invités de calibre, il faut le souligner. En premier lieu, Monsieur Ezose Gali Diako, urbaniste, doctorant au Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique, Servida Dunedin, donc logé au sein de l'Université de Lomé. Il est spécialiste en changement climatique. Il effectue ses recherches sur la planification urbaine, la résilience et l'adaptation des les villes exposées aux effets climatiques extrêmes. Et c'était donc la raison pour laquelle il faisait partie de ce panel. Son engagement dans les réseaux de jeunes pour le climat renforce son ancrage dans l'action climatique citoyenne. Il travaille généralement à mettre ensemble planification, c'est-à-dire projet, pratique et recherche pour répondre aux défis des villes résilientes. Donc, quels sont les grands points qui sont ressortis de sa présentation? Il a parlé d'un urbanisme en Afrique, plus spécifiquement, qui implique de nombreux défis et auquel répondait le centre dans lequel il effectue aujourd'hui sa recherche, ou plutôt sa thèse. L'homme est malheureusement à la recherche de ce qu'il a appelé un mirage contemporain, alors que les villes du Sud présentent ce qu'il a dénommé une résilience silencieuse. Une résilience qui n'est pas forcément silencieuse, mais une résilience en réalité que l'on retrouve lorsqu'on a l'habitude de parcourir des villes situées dans le Sud. Il nous a présenté une initiative très intéressante, Miaodo, une initiative sur la gestion des déchets. Avec 120 tonnes de déchets traités par an, 6 000 personnes sensibilisées, 8 000 emplois, ou plutôt 8 000 entrepreneurs accompagnés. Donc, à la fin, il a pensé qu'il est nécessaire de réduire les frontières, que les frontières plutôt sont aujourd'hui réduites en termes de transmission grâce au numérique, que le numérique et le développement durable sont intrinsèquement liés et qu'en termes d'adaptation, en réalité, les thèmes utilisés sont justement très importants en fonction de l'auditoire. Il faut savoir s'adapter. Nous avons eu à écouter Monsieur Yacoub Bey. Il a plus de 5 ans d'expérience en management et gestion de projet. Il est chef de service environnement au niveau de la région de Nouakchott, donc en Afrique de l'Ouest, qui était en remplacement donc de Monsieur Abderrahman Edaï, qui est conseiller régional élu à la région de Nouakchott. Il nous a également entretenu sur la thématique et nous a fait comprendre que Nouakchott est une ville soumise à un certain nombre de vulnérabilités. Une ville peu planifiée, avec des besoins urbains très peu comblés, une ville qui est soumise à des influences climatiques diverses,
une évolution rapide donc des températures. Et les réponses apportées par la ville passent généralement par de la planification. Nous avons donc vu un plan orienté et solutions fondées sur la nature, un plan de mobilité également. Et là aussi souligner que les jeunes ont un rôle important dans la réponse donc face aux différents défis auxquels fait face la ville. En termes, toujours en parlant des jeunes, il était nécessaire de ils ont financé, je vais le dire comme ça, plusieurs projets de formation afin de rendre ces jeunes la plus aguerris face aux différents défis que rencontre la ville. Il a aussi parlé de la collaboration entre la mairie et les chercheurs pour aller vers des réponses effectives aux défis rencontrés. Ce qui revient encore une fois au besoin d'allier recherche pratique, comme le soulignait M. Gali tantôt. Nous avons eu l'honneur d'écouter M. Maclager, expert en développement numérique et développement équilibré des territoires, responsable du projet Ville durable et intelligente au CEREMA, enseignant universitaire, prestataire de services d'études, cadre d'administration locale puis gouvernementale, désormais au pilotage de l'évolution des standards des villes et des cités durables et intelligentes. Donc, nous avons eu un grand plaisir à l'écouter. Et en premier lieu, il nous a parlé justement de l'importance, encore une fois, d'allier recherche et partage d'expertise. Il a souligné l'importance du numérique dans le développement donc des villes et souligne que le numérique a non seulement un avantage, mais une source de risque. Donc, il faut souvent se poser la question de la capacité des différents acteurs intervenant dans le développement de la ville à s'approprier les outils du numérique pour répondre effectivement aux besoins dans des contextes bien localisés. Donc, en termes de conception et en termes de gouvernance des données, il faut savoir comment est-ce qu'il faut s'adapter. Là aussi, souligner un élément très important, à mon avis, c'est que les villes de petite taille ont une importance capitale plutôt dans la réponse aux besoins du plus grand nombre. C'est-à-dire que lorsque l'on veut apporter des réponses, il est souvent très pertinent de considérer les villes de petite taille, ou plutôt les villes moyennes. Donc, il faut aussi penser donc la connexion des différentes réflexions au niveau local aux différentes réflexions qui se sont faites dans d'autres territoires par le biais du numérique. Donc, comme l'a souligné après M. Gali, il était, le numérique offre la possibilité d'apprendre très facilement d'autres expériences sans forcément se déplacer, donc sans forcément créer un certain nombre de désagréments. Aussi, il était nécessaire de penser l'adaptation des villes. On a pris l'exemple en 1980 du chercheur Touré qui avait eu à travailler sur les réponses que les habitants apportaient au manque d'emploi, plus ou moins, qui aujourd'hui est une je vais le dire comme ça, marque la possibilité pour les différentes populations à s'adapter et qu'il faut aujourd'hui apporter dans le numérique tout en l'encadrant pour arriver à répondre à divers problèmes, étant donné que le numérique aujourd'hui permet de répondre à des problèmes dans différents secteurs. Là aussi, souligner que le vocabulaire est très important dans le choix et dans les réactions face aux différents manquements remarqués dans nos territoires. Il souligne en dernier lieu les controverses sur les jumeaux numériques territoriaux et finit avec une question très importante, c'est de savoir si les jumeaux numériques territoriaux peuvent être bénéfiques aux villes du Sud. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est essentiel de continuer à explorer et à expérimenter les modèles de villes durables qui intègrent à la fois les avancées technologiques et les besoins humains, tout en restant attentif aux spécificités locales et aux défis globaux. Il faut considérer les opportunités offertes par le numérique dans la transmission de savoir, dans la mobilisation de données et dans leur traitement pour répondre effectivement aux défis des villes pour les rendre demain durables. C'est en quelques mots ce que j'ai eu à retenir de ce webinaire très particulier. Je vous remercie. Merci. Adama. Merci.
Merci Melchior pour cette synthèse qui traduit bien combien la question de la ville durable, de sa définition à sa mise en œuvre, est devenue un sujet à la fois d'actualité et de mode. Toutefois, les villes durables, nous l'avons vu, ne sont pas récentes et en réalité, de nombreuses initiatives, portées parfois en silence, participent pleinement à la construction des villes plus résilientes et durables. Nous retenons également l'importance des mots qui sont choisis et retenus en ce qui concerne la diffusion de ces modèles. Je renouvelle mes remerciements à Monsieur Marc Lager, Monsieur Galid Diaco Exaucé et Monsieur Yacoub Bey, avec une pensée toute particulière à Monsieur Abdourahmane Edaï, qui n'a pas pu être parmi nous en raison d'un deuil familial et à qui nous adressons nos sincères condoléances. C'est également l'occasion pour moi d'adresser quelques mots de remerciement à Monsieur Pierre Baillet, à l'issue de ce webinaire riche en échanges, pour avoir permis la création d'un tel espace de dialogue et de réflexion qui favorise les échanges de retours d'expérience entre élus, jeunes, universitaires et experts et qui nous permet de confronter nos approches aux pratiques et aux réalités d'autres territoires. Et enfin, merci à toutes et à tous pour votre participation et pour celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Le lien vers le replay sera disponible d'ici quelques jours sur le site internet Urbanisme en francophonie. Et nous nous retrouverons non pas le mois prochain, mais à la rentrée le 16 septembre prochain, toujours de 12h30 à 13h45 heure française, pour notre dernier webinaire de la saison, intitulé Global, local, réconcilier les échelles. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée et d'ici là, je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup. Merci. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Bon, merci. Merci, au revoir, merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci Marc, merci Exaucé, merci Yacoub, merci Merci à Adama. vous aussi. C'est une bonne occasion. Très juste, oui. Merci, au plaisir, à Ouais, bientôt. merci beaucoup. Et n'oubliez pas la question de la mutualisation des moyens, parce que si chacun refait le numérique à sa façon dans son coin, il est mort. Mhm.